Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue sur EBC. Alors, notre programme de point de vue, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions qui façonnent notre pays, notre continent et le monde entier. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui dépasse largement les frontières de l'Éthiopie et qui concerne l'avenir de notre planète, c'est-à-dire la restauration des écosystèmes et la construction d'une économie résiliente face au changement climatique. Depuis des années alors, l'Éthiopie mène une ambitieuse campagne de plantation d'arbres qui a attiré l'attention de la communauté internationale. Mais derrière les chiffres impressionnants se cache une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire restaurer les forêts, protéger les bassins versants et préserver la biodiversité et faire un moteur de développement durable. Cette stratégie soulève des questions essentielles. Comment transformer les initiatives de reboisement en bénéfices durables et les populations? En quoi la restauration des paysages peut-elle renforcer la sécurité alimentaire, créer les emplois et soutenir une économie verte? Quel rôle les marchés de carbone et les financements climatiques et les solutions fondées sur la nature peuvent-ils jouer dans cette transformation? Alors, au-delà des enjeux nationaux, cette politique donne également une nouvelle dimension à la diplomatie climatique de l'Éthiopie. À l'approche de la COP32, alors que les pays du Sud cherchent à faire entendre les voix et leurs voix sur la scène internationale, c'est-à-dire l'expérience éthiopienne suscite un intérêt croissant à travers le continent africain. Alors, pour en parler ici aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue de travail, Moubarak Moussa. Bienvenue Moubarak. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que tu as bien écouté au début de mon introduction. Notre sujet aujourd'hui, ça va façonner en général sur l'initiative de l'héritage vert qui a été déroulée le 3 août, je pense, en 2026, au calendrier européen. Donc tu as vu, il y avait diverses activités. Tôt le matin, il y avait des citoyens éthiopiens qui sont installés sur place. N'importe quelle personne, les handicapés, les femmes, les petits, les hommes, ils étaient installés et tôt le matin à partir de 6 heures, ils ont un plan de planter 800 millions de plantes ou de jeunes arbres. Donc ça a été une initiative lancée en 2019, n'oublions pas par le Premier ministre Abiy Ahmed. Donc on peut voir, on a vu les résultats aussi, ça a un peu dépassé 800 millions. C'était à 805 et quelques millions de plantes ou de jeunes arbres. Donc c'est une très grande fierté, une victoire pour l'Éthiopie. N'est-ce pas? Donc, que penses-tu pour commencer? Vas-y. Depuis le lancement de l'initiative de l'héritage vert, qui a été dirigée par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019, il y avait beaucoup de participation auprès du peuple éthiopien. Et ça c'est devenu depuis des années une culture des Éthiopiens de planter chaque été des plantations d'arbres. Et aussi, une seule journée a été spécifiée pour rendre une campagne de plantation d'arbres. Et cette année, c'était de planter 800 millions de plantations dans une seule journée. Donc, l'Éthiopie a dépassé cet objectif en plantant, comme tu l'as dit, 805, quelques millions d'arbres. Donc, c'est un message non seulement qu'on est capable de planter des arbres, mais aussi, si on est unis, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est un message, au-delà de plantation d'arbres, les Éthiopiens peuvent faire tout en s'organisant et en s'entendant et en se comprenant et en fixant un objectif clair et spécifique. C'est possible de faire beaucoup plus que ça. Donc c'est un message fort. Donc ce qui compte réellement ici, c'est la restauration des fonctions écologiques. Les forêts renaissent, c'est-à-dire on fait la plantation, les forêts renaissent et elles construisent un habitat pour les espèces, pour les animaux, et protègent le sol contre l'érosion et les inondations aussi, améliorer la qualité des eaux, et contribue aussi à la régulation du climat local. Donc il y a beaucoup de bénéfices de la plantation des arbres. Et en réalité, derrière chaque jeune arbre, ça concentre aussi une ambition beaucoup plus importante
que juste planter les arbres. C'est réparer des écosystèmes qui avaient été fragilisés depuis plusieurs décennies. Donc la couverture forestière de l'Éthiopie était de à peu près 3%, mais maintenant c'est amélioré, beaucoup amélioré. C'est 26,3 environ %. Donc cette campagne de plantation d'arbres chaque année a changé la couverture forestière en Éthiopie. Donc ça a amélioré beaucoup plus. Donc l'Éthiopie est en train d'être couverte par la forêt. Donc il y a beaucoup de rôles et il y a beaucoup de bénéfices de la plantation des arbres en Éthiopie. Oui, tu as très bien parlé. Donc c'est une très grande, donc je peux dire une très grande histoire pour l'Éthiopie. C'est une victoire, on l'a dit beaucoup de fois. C'était l'un des sujets qui a été vraiment, moi je peux dire, quelque chose qu'on ne peut même pas le parler comme ça devant moi et toi. Donc ce sujet-là a été connu sur la scène internationale, le monde entier peut le voir, même notre pays voisin. Ils peuvent prendre des leçons de nous, ils peuvent faire la même chose. Donc, comme nous le savons, l'Éthiopie, ça fait partie des pays qui ont longtemps souffert à la dégradation. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'érosion. Donc, c'est aussi de lutter contre le changement climatique, la dégradation des terres, la croissance démographique, l'exploitation intensive des ressources naturelles. On a beaucoup d'histoires, on est riche en ressources naturelles, mais il faut comment l'utiliser. C'est la question qu'on se pose. Donc, les sécheresses qui sont répétées aussi sont des choses à mentionner. Les effets du changement climatique, j'ai mentionné ça aussi, et ont profondément modifié certains paysages. Dans différentes régions, on peut le voir. Ce n'est pas seulement les causes, et comme on voit les conséquences, comme on les mesure face à face, on peut le voir qu'il y a beaucoup de défis. Donc, comment régler ces défis et comment poursuivre en avant? C'est ça la question. Donc, c'est cette initiative de l'héritage vert, on peut beaucoup de choses à dire parce que ça va poursuivre dans les années. Et j'espère, après quelques instants, on verra des choses très bien. Oui, c'est pour ça que quand on voit la déforestation a beaucoup d'impacts négatifs. Oui. C'est-à-dire, cette dégradation a un cercle vicieux. C'est-à-dire, quand il y a, lorsque les sols perdent leur fertilité, les rendements agricoles diminuent aussi. La productivité agricole diminue. Donc, les populations cherchent alors de nouvelles terres à exploiter. Même pour l'agriculture, la déforestation a beaucoup d'impacts négatifs ici. Ce qui accélère encore la déforestation quand ils changent de faire l'agriculture dans une autre partie de sol. Donc restaurer les forêts devient donc aussi une matière de protéger les activités agricoles aussi, non seulement les écologies, et de préserver les ressources pour les générations futures. Voilà. Donc la plantation d'arbres a beaucoup de bénéfices qu'on ne peut pas mentionner, que ce soit de l'agriculture, de l'écologie, de les loisirs, et c'est-à-dire de la disponibilité d'eau aussi. Ça augmente l'eau, la disponibilité d'eau, que ce soit pour le Nil ou d'autres rivières aussi. Oui, tu as bien mentionné. Ça donne un bon exemple pour les générations futures, n'oublions pas cela aussi. Comme on peut dire que cela, c'est la notion de restauration des écosystèmes qui prend tout son sens. Donc, il ne s'agit pas uniquement de planter des arbres de manière dispersée. Donc, comment on doit apprendre cela? Donc, les programmes actuels, ils cherchent à restaurer les bassins versants, de protéger des zones montagneuses, de stabiliser les pentes sujettes à l'érosion et reconnecter des espaces même naturels afin de favoriser le retour de la biodiversité. Donc, on a tout à l'heure mentionné beaucoup de choses, Moubarak. Donc, comment amener ce retour de biodiversité, comment le mettre en place. Donc, il ne faut pas oublier que cela aussi, c'est une bonne chose à mentionner pour nos téléspectateurs. Oui, donc les bassins versants constituent aussi un élément important ici. Lorsqu'ils sont bien protégés, ils permettent une meilleure infiltration de l'eau dans les sols. C'est-à-dire on va avoir plus
de l'eau pure Oui, et propre oui, et réduisent les risques d'inondation dans les fortes pluies, garantissent une alimentation plus régulière des rivières dans les saisons sèches. Donc on fait la balance en plantant des arbres. Et pour les communautés rurales, cela signifie davantage d'eau disponible. Comme je l'ai dit, pour l'agriculture, pour les bétails ou pour les personnes et les besoins domestiques. Donc les bassins versants constituent un élément important et crucial qui est couvert par la plantation d'arbres. ouais, très bien, Moubarak, tu as bien mentionné. Donc, on oublie souvent des arbres comme les arbres, ils jouent également un rôle vraiment important, c'est-à-dire dans la protection des sols. Donc, comme on a étudié, comme on était à l'école primaire, ils nous ont bien éduqué, notre professeur, ils nous ont dit que les protections des sols sont vraiment importantes parce que les arbres, ils jouent un rôle vraiment important ici. Et leurs racines, ils peuvent limiter l'érosion, leurs feuilles, ils enrichissent progressivement la matière organique, comme le carbone dioxyde, beaucoup de choses, il y en a mentionné ici. Et leurs ombrages, ça continue à maintenir l'humidité des terres cultivées. Donc, c'est pas seulement planter, il faut les arroser, ils ont besoin de l'air, donc beaucoup de choses. Et après, pour créer cette initiative lancée par notre Premier ministre Abiy Ahmed. Exactement. Même les scientifiques rappellent Oui. que régulièrement que les arbres constituent de véritables infrastructures naturelles. Donc la nature est faite par la disponibilité de l'eau. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas la nature. C'est ça. Donc contrairement aux ouvrages artificiels, ils ont beaucoup de bénéfices. Ils produisent des bénéfices pendant plusieurs décennies lorsqu'ils sont correctement entretenus et utilisés. Donc ils améliorent le paysage tout en renforçant la résilience des territoires. Oui, tu as bien mentionné. Donc, Moubarak, la biodiversité aussi, c'est également quelque chose qui est au cœur de cette démarche, je peux le dire. Et lorsque les forêts disparaissent, donc ça peut avoir beaucoup de choses. Ça peut avoir même des causes de brûlage, de beaucoup de choses, mais de nombreux espaces animaux, ils peuvent la migration peut se créer. Donc, comme les espèces animales et végétales à la même fois, ils perdent leurs habitats naturels. Ils peuvent aller dans une autre région parce que cette chose est apparue. Et restaurer ces espaces permet progressivement le retour des oiseaux, des insectes et de nombreuses autres espèces indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est ce qu'on appelle la migration. Tu as déjà écouté l'hibernation. Donc chaque saison, les animaux, comme ils voient ça, ils peuvent hiberner ou à cause de l'écologie. Oui, voilà, à cause de l'écologie. Beaucoup de choses peuvent être soulignées ici. Oui, au niveau de la biodiversité, comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement la beauté ou la biodiversité juste, mais la biodiversité a beaucoup de bénéfices économiques aussi. C'est-à-dire quand les pollinisateurs améliorent les récoltes agricoles et les écosystèmes équilibrent limitent naturellement certaines maladies de plantes aussi dans la biodiversité. Les forêts offrent aussi des produits de fruits ou non ligneux comme le miel, les plantes médicinales ou certains fruits qui complètent les revenus des communautés locales. Donc les communautés locales peuvent utiliser cette richesse aussi. Non seulement la biodiversité par soi-même, mais il y a aussi derrière un avantage économique pour la communauté là-bas. Là-bas, oui, tu as très bien dit, Moubarak. Donc, la question de la pérennité, ça reste quelque chose qui est néanmoins vraiment essentiel. C'est planter des millions ou des milliards d'arbres en une seule étape. Ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'on a planté 800 millions, plus de 800 millions d'arbres en une seule journée. On a débuté tôt le matin à 6 heures et on l'a terminé l'après-midi vers 6 heures. Donc, on a vu les résultats. C'est vraiment, vraiment immense. Et on peut le voir que même nos pays voisins, les ministres de hauts responsables, ils l'ont bien vu. Ils l'ont bien même proclamé pour les gens qui sont les diasporas, ils l'ont bien mentionné. Donc, voilà qu'on peut dire, c'est assurer leur croissance pendant plusieurs années et en une autre. Voilà.
Oui, c'est probablement le défi le plus important. Un arbre ne devient véritablement qu'après plusieurs décennies qu'on peut utiliser ça. Cela suppose un suivi, une implication des collectivités locales, Ouais. des campagnes de sensibilisation et parfois même des changements dans les pratiques agricoles ou pastorales afin d'éviter les dégradations. Donc la sensibilisation contribue beaucoup dans l'amélioration, dans l'évitation de dégradation environnementale. Et j'ai entendu une histoire. Un père a été demandé quand il plante des arbres. Les gens lui demandaient pourquoi vous plantez, parce que ça prend beaucoup d'années pour utiliser cet arbre. C'est-à-dire pour grandir, ça prend des dizaines d'années. Il a dit qu'on a bénéficié les arbres que nos pères ont plantés, donc on doit planter pour la génération d'avenir, non pour notre époque seulement. Mais l'avantage, ça traverse cette époque et ça va aller jusqu'à génération future. Oui, autrement dit, c'est la réussite. Ça ne se mesure pas uniquement au nombre de plantes mis en terre, mais aussi on peut le dire que de taux de survie des arbres à leur intégration dans des paysages restaurés. Donc, Moubarak t'a déjà dit, pour les générations futures, ça donne un message qui est vraiment approfondi. On encourage les générations futures à créer quelque chose d'important et continuer à être comme un leader pour notre pays. Oui, c'est-à-dire que c'est un investissement à long terme. À long terme. Ce n'est pas pour maintenant, exactement. Les bénéfices les plus importants apparaissent souvent à 10, 20 ou 30 ans. Voilà. Après les premières plantations qu'on plante maintenant. Oui. Donc il faut penser comme ça. Exactement. Donc cette restauration environnementale, c'est également présenté comme l'un des piliers économiques vertes, parce qu'on est en train de parler de l'initiative de l'héritage vert, chers téléspectateurs. Donc l'expression est désormais largement utilisée, mais que couvre-t-elle concrètement dans le contexte éthiopien? La question qu'on se pose. On doit faire deux choses, c'est-à-dire l'économie verte repose sur une idée relativement simple. Créer de la croissance économique tout en limitant la dégradation. Il faut utiliser économiquement, mais tout en conservant l'environnement. On ne doit pas dégrader l'environnement, mais on doit utiliser de manière efficace et de manière sage les environnements. Autrement dit, produire davantage sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. On doit penser que les générations futures doivent répondre à leurs besoins, mais aussi il faut utiliser économiquement ces environnements, ces plantations, ces forêts. Tu as bien expliqué, Moubarak. Donc, tu as déjà parlé de l'économie verte. Donc, cela implique que la protection de l'environnement cesse d'être considérée comme un frein au développement. Donc, ça a un lien au développement. Donc, comme l'Éthiopie est un pays en développement, on peut voir que le gouvernement qu'on a maintenant est en train de poursuivre la prospérité, le développement. Voilà, beaucoup de choses peuvent se mentionner ensuite. Donc, la protection de l'environnement joue un secteur clé, un rôle majeur dans ce domaine. Oui. On doit faire simultanément les deux choses. On doit conserver l'environnement et on doit utiliser de cet environnement, de ces forêts. Aujourd'hui, de nombreux pays considèrent que les deux objectifs peuvent être suivis simultanément. Les investissements dans les énergies renouvelables, la gestion durable des terres, l'agroforesterie ou encore la restauration des paysages créent les nouveaux emplois, tout en préservant ou renforçant la résilience climatique. Donc on doit s'assurer que l'environnement est conservé, mais en s'assurant ça, on doit utiliser économiquement l'environnement et les forêts aussi. Oui, tu as bien expliqué. Donc l'agriculture aussi, un autre sujet à mentionner, un autre point fort, ça occupe naturellement une place vraiment centrale dans une réflexion, puisqu'on a plusieurs millions d'habitants ici en Éthiopie qui dépendent directement dans ce secteur. Donc on est beaucoup, donc c'est une très grande histoire pour l'Éthiopie de planter 800 millions de jeunes d'arbres. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit que le changement climatique a beaucoup de défis. L'un des défis, c'est sur l'agriculture. Le rendement ou la productivité diminue à cause
de la dégradation ou de déforestation. Donc il faut s'assurer qu'on a plus de productivité en plantant des arbres pour éviter cette diminution de la productivité. Donc les pluies sont parfois plus irrégulières à cause de plantation, c'est à cause de déforestation. Oui, donc l'agriculture, j'ai déjà parlé. Donc les arbres aussi, ils participent justement à cette adoption. Ce n'est pas quelque chose de facile, Moubarak. On l'a mentionné chaque année. Au mois d'août, on a planté beaucoup de millions d'arbres. Et après quelques instants, on va y arriver aux milliards, je pense. Les arbres protègent les cultures contre le vent. Il y a beaucoup d'avantages aussi pour les cultures. Améliorent les sols, limitent l'évaporation de l'eau et peuvent fournir du bois, des fruits ou du fourrage. Donc, même pour les cultures, la plantation d'arbres et les forêts ont beaucoup d'avantages. Oui. La sécurité alimentaire aussi dépend donc directement à la santé des écosystèmes. Un autre point fort, donc comme tu te rappelles, le lundi, c'était le lundi le 3 août, les fruits aussi doivent être mentionnés ici. Ce n'est pas seulement des arbres, des fruits, des légumes, des végétaux, beaucoup de sortes de plantes sont plantées et on doit le planter. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit transmettre ce message pour les générations futures. Oui, qui contribue à la résilience et à la sécurité alimentaire aussi. Voilà. Des terres dégradées produisent moins. Donc, de plus en plus qu'on fait la déforestation, les produits ou la productivité diminue. C'est ça, donc c'est très lié. Lorsque les ressources naturelles sont mieux préservées, les communautés locales aussi deviennent plus résilientes face aux crises climatiques, au changement climatique. Oui. Parlons maintenant, Moubarak, d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, je peux le dire, sur la scène internationale, qui sont les marchés du carbone. Donc on peut les parler, un peu mentionner. Que penses-tu des marchés du carbone en ce moment? Donc il s'agit d'avantages économiques d'un pays en vendant les projets qui produisent les émissions de gaz à effet de serre ou qui augmentent le stockage du carbone peuvent générer des crédits carbone. C'est-à-dire que ces crédits peuvent ensuite être achetés par des entreprises ou des organisations souhaitant compenser une partie de leurs émissions. Donc, on fait le retour, on fait l'avantage économique des pays avancés même. Donc, on peut voir que les programmes de reboisement ici peuvent être donc potentiellement bénéficier de ces mécanismes. Oui. Oui, à condition de respecter des critères scientifiques très stricts. Mais il faut souligner ça. Et il faut démontrer que les arbres suivront suffisamment longtemps, résilience, que le carbone restera effectivement stocké, que les bénéfices environnementaux sont reliés et vérifiables. Donc il faut s'assurer ça. Voilà, il faut s'assurer. Donc cela ouvre une nouvelle perspective de financement, donc en lien avec l'économie. Tout à fait, les financements climatiques deviennent de plus en plus importants dans les politiques internationales, au sein international. Les pays capables de présenter des projets crédibles comme de restauration des écosystèmes et d'écologie peuvent attirer des investissements destinés à soutenir ces initiatives de l'héritage vert. Oui, on parle également aussi de plus en plus des solutions fondées sur la nature. Donc, comme les arbres sont quelque chose de nature, on est en train de les mentionner. Oui, c'est un sujet qui occupe plus d'attention sur la scène internationale, comme tu l'as dit. Les solutions fondées sur la nature constituent à utiliser ces capacités des écosystèmes pour répondre à notre besoin et à différents défis. Lutter contre le changement climatique, protection contre les catastrophes naturelles comme les inondations et améliorer la qualité de l'eau ou encore préservation de la biodiversité et préserver les espèces, animaux et beaucoup de choses. Y compris la biodiversité. Oui, autrement dit, la nature devient quelque chose, une partie de la solution, plutôt qu'un simple espace à protéger. Voilà. Oui, exactement. On peut dire exactement restaurer une forêt peut simultanément absorber du carbone. C'est-à-dire quand on plante, le carbone est absorbé par la plantation, protéger les sols, sécuriser les ressources en eau et soutenir l'économie aussi, l'agriculture et préserver la biodiversité.
peu d'investissements offrent autant de bénéfices combinés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages dans un seul objectif, dans une plantation d'arbres. On fait beaucoup d'avantages, que ce soit économique, écologique, biodiversité, agriculture aussi. Donc il y a beaucoup d'avantages en même temps. Oui, donc c'est une stratégie nationale qui donne également pour notre pays, l'Éthiopie, une visibilité croissante sur la scène internationale. Moubarak t'a bien mentionné. Et le climat est devenu un sujet, je peux le dire, diplomatique qui est vraiment majeur. Voilà. Oui, effectivement, aujourd'hui, les politiques climatiques influencent les relations internationales, mais Voilà. autant que les questions commerciales ou sécuritaires. Parce qu'elles sont déjà les débats, les sujets de débat au niveau international. C'est pour ça que notre pays va organiser la COP32 en 2027. Oui, 27. L'héritage vert, Moubarak, s'est souvent présenté comme un outil, je peux dire, de diplomatique climatique. Voilà. Oui, donc ça montre que notre pays est capable d'organiser, démontrer sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie et ses objectifs à grande échelle. Il peut partager son expérience avec des autres pays pour tirer des leçons, participer plus activement aux négociations internationales et aussi attirer davantage de partenariats techniques et financiers aussi. Cette coopération, ça dépasse d'ailleurs largement les frontières nationales aussi, n'oublions pas de mentionner cela. Oui, donc on peut considérer aussi que le changement climatique ne connaît pas des frontières. S'il y a un changement climatique en Éthiopie, ça influence les pays voisins et au contraire aussi. Donc il faut penser de niveau international pour améliorer l'écologie, c'est-à-dire pour lutter contre le changement climatique, non seulement pour notre pays, mais pour le monde entier. L'Éthiopie cherche justement à jouer un rôle moteur de leadership et environnemental africain. N'oublions pas aussi de mentionner notre pays voisin. Oui, cette ambition et ces projets reposent sur plusieurs éléments. D'abord, l'expérience accumulée de la restauration des paysages. On a beaucoup d'expérience, des années. Ensuite, les politiques de développement à faible émission de carbone. Voilà. Enfin, la volonté de promouvoir des approches africaines adaptées à chaque pays, aux réalités locales, c'est-à-dire. Oui. Donc, plutôt que de produire systématiquement des modèles conçus ailleurs. Donc, on doit avoir notre propre politique de lutter contre le changement climatique qui est adapté à notre besoin. Ouais. Au lieu de copier ou... de faire la même chose, c'est mieux de l'adapter. Donc cela rejoint une demande vraiment et souvent exprimée par de nombreux pays africains et être davantage un acteur que simple bénéficiaire de politiques climatiques internationales. Oui, aussi un point important, c'est que l'Afrique représente une faible part des émissions de carbone. Comme il n'y a pas beaucoup d'usines comme les pays avancés. Les pays africains demandent donc davantage de financement, de transfert de technologies, de reconnaissance pour leurs efforts en matière d'adaptation. Oui, la prochaine COP32 s'inscrit précisément dans ce contexte. Donc après quelques mois, disons que la réunion de COP32 en 2027, ça va débuter. On verra, oui. C'est un des sujets très importants au niveau international. Oui. Et notre pays a organisé un comité qui organise cette conférence parce que c'est une très grande conférence qui regroupe beaucoup de participants. C'est pas facile d'organiser la COP. Oui, c'est pas facile. Voilà, les attentes des pays du Sud restent vraiment importantes. Donc on attend beaucoup de choses des pays du Sud. Donc ça va être une très grande réunion en lien avec le changement climatique. Il y a aussi ici une plateforme qu'on peut appeler les pays du Sud. Donc les pays du Sud insistent sur plusieurs priorités. La première, c'est l'adaptation aux effets du changement climatique et l'accès au financement et le soutien de transition énergétique et la reconnaissance des solutions fondées sur la nature. Oui. C'est sur ce qu'ils font beaucoup d'attention et prioritisent. Voilà, Moubarak. Donc, dans ce contexte, on peut voir qu'il y a des initiatives nationales qui prennent une dimension internationale. C'est ça ce qu'on veut dire. Oui, lorsqu'un pays présente des résultats concrets, il dispose d'arguments plus solides pour défendre ses positions lors des négociations. La politique nationale devient ainsi des instruments de crédibilité diplomatique
au-delà d'avantages économiques et écologiques, on peut utiliser ça comme une crédibilité diplomatique. On peut l'appeler une diplomatie écologique. Écologique, voilà. Finalement, une question se pose, Moubarak. Peut-on considérer que l'Éthiopie construit progressivement un modèle susceptible d'inspirer d'autres pays africains? Que sera la... C'est probablement la grande question. Oui. C'est-à-dire qu'aucun modèle n'est pas parfaitement transposé parce que chaque pays a ses propres natures et son propre besoin. Oui. Oui. Donc, économiquement, socialement, en revanche, certaines approches peuvent effectivement inspirer de ces expériences, mais il faut adapter à chaque pays selon ses besoins, selon les besoins locaux et de la communauté là-bas. Oui. Autrement dit, passer d'une logique de campagne ponctuelle à une véritable politique publique, que peut-on distinguer sur cela aussi? La première constitue à considérer les arbres comme une infrastructure stratégique et non comme un simple projet environnemental ou de plantation, de campagne de protection. Deuxièmement, intégrer les politiques climatiques dans les stratégies d'un pays national plutôt que tel attirer séparément. Donc il faut intégrer de la politique de chaque pays pour lutter contre le changement climatique. Et enfin associer les communautés locales à chaque étape afin d'assurer la durabilité des projets. Donc il faut impliquer différentes parties prenantes pour s'assurer que cette campagne va bien. Va bien. Oui, donc tu as autrement parlé. Donc on a passé d'une logique de campagne ponctuelle à une véritable politique publique. Maintenant, Moubarak, la notion de résilience est d'ailleurs devenue centrale, comme on parle à propos de ces sujets. Donc on a bien parlé, Moubarak, on a parlé à propos de l'initiative de l'héritage vert. Nos téléspectateurs nous ont bien entendu comment lutter le changement climatique, la déforestation. Donc merci pour toutes les informations. Et moi, je vais conclure le programme de point de vue d'aujourd'hui. Donc, chers téléspectateurs, voilà la conclusion de mon programme. Au terme de cet échange, une idée s'impose, c'est-à-dire la plantation de milliards d'arbres ne représente pas seulement un objectif environnemental, elle s'inscrit dans une vision plus globale où la restauration des écosystèmes devient un levier de développement économique, de sécurité alimentaire, de résilience climatique et de coopération internationale. Donc l'expérience, moi je dis que l'expérience éthiopienne, ça montre qu'investir dans la nature peut aussi signifier investir dans les populations, dans les territoires et dans l'avenir pour les générations futures. Donc de la part de moi et de mon collègue Moubarak Moussa, on vous transmet un bon message. Donc, plantez, plantez encore, plantons l'espoir ensemble. L'Éthiopie accélère et l'Éthiopie se développe. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, chers téléspectateurs. Donc, on vous souhaite une bonne journée et un retour avec une autre mission et bonne journée.